Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'émission La Ville en pratique. Ici Clément Tricot. Nous allons parler aujourd'hui, encore une fois, d'architecture avec le Metropolitan Village, notre manière d'habiter une tour à Taipei. Oui, nous sommes dans la capitale, précisément dans l'arrondissement de Xinyi, où l'agence OMA développe ce village métropolitain. C'est actuellement une tour résidentielle qui est en construction et la livraison est prévue d'ici 2027. Alors, elle est haute de 23 étages environ, une superficie de 12 000 mètres carrés. Un projet qui se distingue par une architecture présentée comme fragmentée, plusieurs volumes décalés, des terrasses, des retraits, des espaces intermédiaires. Et donc une organisation qui va venir rompre un petit peu avec le modèle classique de la tour toute simple, vous savez, un plateau qu'on monte le plus possible. Donc là, on va parler de ce village vertical tout de suite. On le rappelle qu'on doit à l'agence OMA. L'agence OMA, on la connaît déjà à Taipei pour la construction du Taipei Performing Arts Center, le centre de spectacle vivant, on va dire, à Taipei. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans l'émission. Dans un premier temps, on va d'abord revenir sur ce fameux village métropolitain qui vient présenter donc la verticalité autrement. On l'a dit, direction Taipei, arrondissement de Xinyi, le cœur financier, un des quartiers urbains de la capitale taïwanaise, qui est peut-être l'un des plus vivants, un quartier avec des tours, de la densité, de la verticalité, qui est donc emblématique d'une certaine idée de la ville contemporaine qu'on peut se faire en Asie, vivante, dynamique, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est précisément dans un contexte comme celui-ci que va venir s'inscrire un projet qui cherche à en proposer une lecture différente, le village métropolitain, donc cette tour résidentielle conçue par l'agence OMA, un projet qui vient poser une question simple mais qui est peut-être fondamentale dans la construction des villes taïwanaises aujourd'hui. Comment habiter en hauteur sans perdre l'échelle du village? Et plutôt que de parler d'échelle, on va peut-être parler des notions d'interaction, de rencontre et peut-être aussi de calme qu'on peut retrouver peut-être quand on se fait une certaine idée du village. Alors on l'a dit, ce projet métropolitain de village, il se trouve dans l'arrondissement de Xinyi, à Taipei, un secteur donc caractérisé par sa forte densité, avec des tours très hautes, mais aussi des tours à la fois de résidentiels, de bureaux, et il y a parfois aussi des bâtiments d'assez bonne qualité, et aussi des tours un petit peu plus vieilles. Vous savez, c'est ça qui fait la richesse des villes taïwanaises. Il y a ce mélange entre du contemporain haut de gamme et aussi des tours beaucoup plus anciennes. Et donc c'est ici que se concentrent certains des bâtiments les plus emblématiques de la ville, un environnement urbain qui est structuré par la verticalité, mais qui est souvent peut-être un petit peu critiqué pour son côté uniforme. On a des tours, on l'a dit, des tours peut-être un peu plus anciennes, peut-être un peu moins intéressantes, très standardisées, avec des principes constructifs extrêmement élémentaires, des parkings en sous-sol, des plateaux carrés ou rectangulaires qui sont montés sur plusieurs niveaux. Là-dedans, pas de grande spécificité. Et en gros, l'objectif, c'est vraiment de maximiser les espaces intérieurs pour en faire le plus possible ou en vendre le plus cher possible. Eh bien, ce village métropolitain, il vient s'inscrire dans un paysage et va venir, au contraire, chercher à se distinguer. Alors, c'est pas forcément apprécié dans certains contextes urbains, la volonté de se différencier de son voisin. Eh bien, au contraire, dans certaines villes, notamment denses en Asie, eh bien, ça peut faire toute la différence et ça peut venir animer positivement la ville. On vient poser une architecture qui va transformer l'environnement urbain et c'est ce que cherche à faire ce village métropolitain. Alors, quelques données clés du projet. Le bâtiment est donc une tour résidentielle d'environ 23 étages pour une superficie totale d'environ 11 961 mètres carrés selon les données disponibles. C'est développé par un promoteur, donc Continental Development Corporation. C'est un acteur relativement important du développement immobilier à Taïwan qui ne fait pas que de la belle tour comme celle-ci. Le projet est donc en cours avec une livraison annoncée autour de 2027, mais comme à chaque fois, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. On peut déjà presque l'anticiper. Il s'agit donc d'un bâtiment qui n'est pas encore achevé, mais qui est largement documenté dans la presse spécialisée. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis au mois de mars, puisque les architectes et les promoteurs ont communiqué sur le sujet. Et en termes de programme, il s'agit donc d'un immeuble résidentiel qui accueille plusieurs types de logements,
Et même si le nombre exact d'unités n'est pas précisé dans les sources, on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de logements relativement spacieux. Généralement, dans ces tours de logements-là, un petit peu qualitatives, on n'est pas là pour faire du studio pour étudiants, mais plutôt du logement pour famille de qualité, pour des personnes relativement aisées qui vont venir avoir accès à un logement avec un coût financier relativement important qui n'est pas accessible à toutes les bourses. C'est quand même intéressant et important, je pense, de préciser que ce genre de construction a aussi un coût, même si je n'ai pas le chiffre exact et précis du coût de la construction et ni des coûts précis du mètre carré, espéré en tout cas en ping, à combien ça va sortir pour la vente des biens immobiliers qui se trouvent dans cette tour résidentielle. Alors revenons un petit peu sur la spécificité de son architecture. Effectivement, elle est présentée comme une architecture qui est dite fragmentée. Ça vient se distinguer immédiatement, ce village métropolitain, avec une forme qui se veut et qui s'affirme comme une forme relativement atypique. Contrairement à ce qui est appelé parfois dans les présentations des tours classiques, un volume, on l'a dit, vertical homogène, eh bien ici, les architectes ont pris le contre-pied, c'est de fragmenter en plusieurs blocs décalés les uns par rapport aux autres. Les différents étages, les différents niveaux, voire pour créer des jeux d'espace, de lumière, d'intimité ou au contraire d'ouverture. Ces volumes vont venir s'empiler, mais ne vont pas s'aligner parfaitement les uns au-dessus des autres. Ça va venir donc créer des terrasses d'un côté, des retraits de l'autre, des espaces intermédiaires de ci, de là. Et on va être sur un jeu de décalage afin de créer une silhouette volontairement irrégulière. C'est ce qu'ils recherchaient, c'est l'effet un petit peu, on pourrait dire Lego pour caractériser, mais en tout cas, voilà, c'est une silhouette irrégulière, presque sculptée dans le béton, mais ce n'est pas uniquement un geste purement esthétique. Véritablement, l'idée, en tout cas la recherche qui est derrière cette forme relativement atypique, eh bien, c'est d'aller permettre de créer dans ces appartements relativement haut de gamme, eh bien, pourquoi pas un accès sur un espace extérieur qui pourrait être utilisable quand il ne fait pas beaucoup trop chaud, d'aller créer des espaces de rencontre, des espaces intermédiaires, différents types de typologies aussi de logements pour éviter une monotonie à l'intérieur. Voilà, essayer de venir jouer sur différentes formes avec le jeu, en tout cas de structure, ce qui veut dire effectivement de volontairement peut-être perdre un petit peu d'espace constructif pour venir jouer sur une architecture de qualité, pour améliorer la qualité de vie au sein de cette tour. Alors, ce concept de village vertical, ça reste un concept, parce que le terme de village, dans une ville comme Taipei, c'est quand même un petit peu provocateur, voire clairement tiré par les cheveux. Mais pour Oma, l'idée, c'est de recréer en hauteur certaines qualités qu'on va trouver dans des villages traditionnels. Dans l'idée, c'est que les habitations ne sont pas forcément isolées, mais qu'elles soient connectées, proches, traversées par des espaces communs, des espaces extérieurs, privatifs ou publics, mais qui soient justement interconnectés les uns avec les autres. Eh bien, on transpose cette logique verticalement, avec ces volumes décalés, pour introduire, on l'a dit, des espaces extérieurs privatifs, différentes zones de rencontre, des circulations parfois beaucoup plus ouvertes, et on sort du modèle de la tour où chaque étage est identique, donc avec à la place une diversité pour les différentes situations d'habiter, si on veut reprendre un petit peu de jargon architectural. Voilà, on va créer des formes d'habiter différentes. Autre jeu aussi sur la lumière, l'air, la porosité, autre enjeu central, le climat. Taipei est une ville qui est chaude, humide, où la ventilation naturelle est un élément clé du confort. D'ailleurs, toutes les tours un petit peu qualitatifs jouent là-dessus et le mettent en avant, que ce soit effectif ou non. Eh bien, la fragmentation du bâtiment doit permettre de laisser passer un petit peu plus d'air ou de lumière en fonction. Les terrasses en retrait créent parfois des zones d'ombre et des espaces ventilés, ce qui peut être intéressant pour certains espaces de vie. Et l'architecture devient parfois un outil climatique et pas seulement un outil formel. En tout cas, c'est sûr que ça crée différents plus d'éléments de circulation d'air et plus d'ombre qu'une tour classique où on aurait vraiment, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'émission depuis le début, là, un élément basique monté sur plusieurs niveaux. Côté matériaux et structures, les sources sur Internet évoquent plusieurs constructions basées sur des matériaux contemporains standards pour ce type de projet, structure en béton, façade largement vitrée. Là aussi, on peut discuter quand même sur l'effet de recherche sur l'impact climatique, parce que le verre n'est pas forcément l'idéal. Le traitement des façades, lui, vient accompagner la fragmentation volumétrique, avec parfois des variations selon les niveaux et les différents jeux de retrait.
Donc voilà pour l'aspect matériau, l'objectif étant de renforcer une lecture en strat plutôt qu'en surface continue, donc on va jouer peut-être un petit peu sur les teintes et les formes. Enfin, c'est aussi une réponse à la standardisation, hein, on l'a dit, mais il faut peut-être insister sur ce point. C'est une alternative à la tour résidentielle standard, où chaque logement est superposé sans relation avec les autres. Et bien là, on va chercher à introduire des notions de diversité, de porosité, peut-être de collectif, ce qu'on retrouve peut-être plus dans les nouveaux logements sociaux à Taïwan que dans les logements privés. Et voilà, dans un contexte urbain où la densité est forte, eh bien, les interactions sociales peuvent aussi être limitées. Eh bien, peut-être casser un petit peu ça, entre guillemets, avec au moins une architecture qui va, en tout cas, faciliter ou proposer ce genre de relations. Et donc, on va être sur un pacte urbain qui va être attendu, hein, c'est le signe aussi de Homa. Le projet va participer à une réflexion plus large sur l'habitat vertical à Taipei. L'objectif, c'est pas seulement d'ajouter des logements, mais de proposer une autre manière de vivre en hauteur dans la capitale, avec des espaces partagés, des prolongements donc. Et donc, c'est une tentative de réconcilier peut-être densité et qualité de vie, avec un coût très certain. Alors pour terminer quand même un mot sur Homa, agence internationale qui a été fondée en 1975 par Rem Koolhaas, un architecte néerlandais incontournable, connu pour ses projets expérimentaux, critique vis-à-vis des modèles architecturaux dominants, même si aujourd'hui eh bien, cette agence participe quand même à ces modèles dominants. Homa travaille à l'échelle internationale sur des programmes très variés, équipements culturels, bâtiments publics, projets urbains, logements. Ça repose souvent l'approche d'Homa sur une analyse fine des usages et des contextes, plutôt que sur un style formel unique et reproductible. Et donc, pour terminer, on l'a dit en début d'émission, on a un bâtiment signé Homa à Taipei, le Performing Arts Center, le centre du spectacle vivant, on peut dire, à Taipei. C'est un bâtiment culturel dans le quartier, dans l'arrondissement de Shilin, inauguré après plusieurs années de chantier, il y a quelques années déjà. Un projet avec plusieurs volumes, hein, pareil, très reconnaissable puisqu'il a une forme de cube avec une énorme sphère qui vient se greffer dedans et qui abrite à l'intérieur des auditoriums, des espaces de spectacle très particuliers, avec une modularité intéressante à l'intérieur en fonction des différents spectacles. Et même si pour les troupes c'est un petit peu difficile d'adapter toujours leur représentation à la spécificité des espaces, en tout cas c'est un outil de création très intéressant. Donc il y a une volonté aussi de rendre visible le fonctionnement du bâtiment avec certaines circulations pour monter dessus notamment. Et donc voilà, c'est une composition architecturale aussi expressive. Et aujourd'hui, clairement, ce Taipei Performing Arts Center fait clairement partie de la skyline et des bâtiments identifiables. Quand on pense à Taipei, on pense directement à ce bâtiment. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Mais donc on a une continuité un petit peu dans cette démarche. Dans les deux cas, on a une architecture qui est non standard, des volumes qui sont fragmentés, et aussi une réflexion sur les usages, alors que ce soit sur le logement ou sur la pratique artistique. On a une volonté de proposer autre chose que des formes conventionnelles. Et donc voilà, on arrive tout doucement au terme de cette émission, sur cette conclusion, sur cette proposition qu'est le village métropolitain. C'était Clément Tricot, moi je vous dis à bientôt pour d'autres émissions qui parlent d'architecture ou autre. Portez-vous bien, à bientôt.